On- Tu l'as vu, Tenet, quand même. Ah oui, oui, je l'ai vu 3 fois. 3 fois au cinéma. Bon, après, c'était juste pour faire le décryptage vidéo, j'ai pas du tout aimé. Franchement, Balek, moi je suis allé voir un film français à la place parce que c'est fait avec les impôts des pauvres. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Alexandre, on va vous parler à nouveau de Tenet. Après avoir fait une critique sans spoiler et puis une analyse des premiers retours du box-office, on a désormais un peu de recul, on a pris un peu de temps, on a pu revoir le film, le retravailler, laisser mûrir notre regard dessus. C'est donc l'occasion de faire une discussion avec spoiler sur le film, sur ses thèmes, ses réussites, peut-être ses échecs, et tout simplement, si vous ne l'avez pas vu, foutez le camp parce qu'on s'apprête à faire plein de spoilers. You are inverted. The world is not. Don't worry about things falling as much as rising. Alors moi, il y a une première question qui m'intéresse sur le film. C'est peut-être, je pense, le film de Christopher Nolan qui est le plus discuté par les gens, par le public, mais aussi par la presse, sur son accessibilité. Est-ce que toi, tu as le sentiment que c'est un film qui est difficile à comprendre? J'ai pas le sentiment que ce soit un film qui soit difficile à comprendre dans le sens où il y a plein de pistes qui nous permettent de le comprendre et c'est un film qui se mûrit et qui se fait grandir. Après, c'est sûr que c'est un film compliqué, tout n'est pas donné au spectateur du premier coup. Et il faut réfléchir, il faut être actif quoi, pendant le film. Et donc, c'est sûr que ça peut paraître compliqué par rapport à un film plus basique. Je pense aux franchises Marvel, aux franchises de DC. C'est des films qui sont assez basiques dans leur construction, dans leur récit, dans leur intrigue. C'est un méchant contre un gentil, et puis donc contre des gentils. Et puis c'est assez simple à comprendre. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr qu'il faut réfléchir. Il y a aussi toute cette construction qui peut-être empêche de rendre le récit plus fluide, parce que l'intrigue n'est pas forcément complexe, mais elle n'est pas forcément très bien expliquée, et ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. C'est peut-être le problème du film pour moi. Et alors, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, si on regarde, même si bien sûr, il y a cette idée de la manière dont est agencé temporellement le film qui peut être assez troublante, néanmoins, le récit, c'est un récit très linéaire. Et on y reviendra peut-être aussi quand on parlera des scènes d'action, mais quand on dit que Nolan a fait et assume d'avoir voulu faire son James Bond, dans la construction, le film a la construction très linéaire d'un James Bond. Il y a une grande scène d'action d'ouverture, après on va découvrir les tenants et aboutissants de la mission, puis on va aller mélange d'infiltration et de découverte, notamment de l'antagoniste, et comprendre ses plans pour enfin partir, on va dire, vers un grand ride d'action. Il faut essayer d'arrêter une catastrophe qui, pour le coup, est totalement bondienne parce que c'est vraiment la fin du monde. Et finalement, ce que le film déroule, c'est très très classique. Mais là, on voit peut-être, à mon sens, une des faiblesses de Nolan, qui est de feindre la complexité ou peut-être aussi parce qu'il n'y arrive pas à complexifier des choses finalement relativement simples. Et j'ai l'impression qu'il en est un peu conscient, parce qu'il y a des moments, typiquement, des répliques qui sont très claires. Quand on dit au personnage, au protagoniste, quand on lui dit « essaye de ressentir, n'essaye pas de comprendre », c'est clairement une adresse au spectateur, où on lui dit genre « écoute, oui, il est possible que physiquement ça fasse pas grand sens, que ce soit un peu troublant, donc vas-y, go for a ride ». Et moi j'ai un vrai gros problème dans les dialogues, dans leur espèce de côté sursignifiant, qui paradoxalement complexifie les choses, parce que avec ses allégories, quand il arrive et il dit « oui, je suis le protagoniste » ou « ah, posterity », enfin voilà, tous ces trucs-là, à la fois rajoutent une espèce de couche de sens dont on n'a pas besoin. Je trouve le film en fait assez clair, même sans ça, et ouais, que je trouve un peu pompière, un peu pompeuse, et moi ça me dérange beaucoup. Je sais pas si toi ça t'a gêné. Je suis un peu d'accord avec toi sur les dialogues, ça a toujours été un problème chez Nolan, je trouve. Soit ils sont trop surécrits et donc il y a trop quoi, et ça en dit trop, ou ça veut vraiment prendre le spectateur par la main. Et là, c'est un peu ce qu'il essaye de faire, et en même temps, il utilise des mots qui sont compréhensibles par des gens qui sont initiés dans les termes de la physique quantique, par exemple. Même ses personnages, son personnage principal, celui qui est joué par John David Washington, le protagoniste, a conscience que son personnage ne comprend pas non plus tout ce qui se passe et est un peu paumé, contrairement au personnage de Robert Pattinson, on y reviendra plus tard. Et contrairement en général aux héros nolaniens, qui sont rarement Oui, des gens paumés. c'est plutôt des gens qui guident le spectateur Tout à et qui fait. lui disent « je suis un spécialiste, je vais t'emmener ». Souvent, le personnage principal est quelqu'un qui sait ce qui va se passer, ou en tout cas qui comprend comment fonctionne l'histoire. Enfin, le personnage de Cobb dans Inception, qui est DiCaprio, enfin, lui, il sait ce qui se passe, il connaît le concept, il sait comment ça se gère. Mais il y a le personnage de Ellen Page derrière qui vient guider le spectateur en posant ses questions, etc. C'est là que pour moi ça bloque un peu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dialogues et surtout il y a beaucoup d'informations sur des sujets dont on n'a pas conscience au début, puisque le protagoniste découvre en même temps que nous ce qui va se passer. C'est-à-dire il découvre ce personnage, il découvre celui-ci, qui l'embarque vers un autre, et pourquoi celui-là l'embarque vers un autre, et pourquoi un faux tableau. Bon bref. Si Nolan fait une grosse partie de dialogue entre deux personnages, que les dialogues sont très complexes, mais il n'y en a qu'un seul, on va peut-être avoir du mal à l'assimiler immédiatement, mais au moins, il y en a un seul et on n'a qu'un à se restreindre dans notre esprit. Là, il en balance un, il en balance un autre, etc. Et c'est l'idée de, s'il me jette une grosse caisse de 10 kilos, un peu à la volée, je vais avoir le réflexe de l'attraper, elle va être lourde à réceptionner, mais je vais pouvoir m'en sortir. Mais s'il m'en balance 10 en même temps,
de 1 kg certes, puisqu'elles sont plus petites, mais 10 en même temps, je suis pas sûr que je puisse avoir la capacité de les avoir en même temps. Et c'est le problème pour moi de Nolan, c'est qu'il faut piocher, tac, ici, ici. Alors si on n'est pas actif, si on n'a pas l'habitude d'être actif dans un film, si on est plus là pour se divertir, être sur un film popcorn tranquille, c'est sûr que ça peut compliquer, et c'est peut-être le problème du film, c'est peut-être sa faiblesse un peu en même temps. Et moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un autre problème, en fait, quand j'y repense. Beaucoup de gens disent, oui, c'est un film qu'on ne peut pas comprendre à la première vision. Je suis pas du tout d'accord, on peut tout à fait le comprendre et prendre son pied à la première vision, vraiment, je pense. Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, j'ai vraiment le sentiment que Nolan a énormément travaillé de manière à ce qu'un deuxième visionnage soit très ludique, et donc il y ait beaucoup d'éléments à réinterpréter, redécouvrir, recomprendre, revisiter quand on voit le film une deuxième fois, et ils sont notamment dans la première partie, qui devient alors comme un terrain de jeu, en fait. Je me dis, mais oui, ça voulait dire ça, mais là il faisait ci, mais là machin. Ce que je trouve très marrant dans l'idée, mais en fait ça a aussi pour effet d'alourdir beaucoup le premier visionnage, parce que ça fait cette première partie où il y a énormément de petits trucs cachés, qui sont pris individuellement, qui sont très légers, mais comme il y en a beaucoup, ça te fait vraiment un millefeuille, un empilement, et quand tu découvres le film la première fois, ça alourdit un peu l'ensemble. On peut aimer le premier visionnage, moi j'ai adoré mon premier visionnage de Tenet, pour info je l'ai vu 3 fois, donc voilà. Et c'est vrai qu'après on assimile mieux des informations, mais c'est justement ça. C'est-à-dire que le premier visionnage est peut-être très lourd, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à assimiler, et c'est impossible de tout assimiler, je pense. C'est comme un film comme Mulholland Drive, on peut très bien apprécier un film comme Mulholland Drive, mais alors j'invite quiconque à dire j'ai compris Mulholland Drive du premier coup dans son intégralité. Bon, à part David Lynch, j'y crois peu. Mais pour revenir à Tenet, c'est un peu le même principe. Pas que ça soit aussi bien que Mulholland Drive, attention, mais c'est un peu la même idée. Il y a plein de choses qu'on ne va pas forcément comprendre, mais c'est pas pour autant que le film est pas hyper plaisant à regarder. En tout cas, pour moi, ça a été un gros plaisir. T'as raison, et je pense qu'il y a un truc aussi qui a énormément surpris beaucoup de spectateurs, c'est que tu t'attends avec Nolan, si à un moment il te perd, si à un moment il t'intrigue, à ce qui donne les clés qui te manquaient pour que l'équation soit résolue et que tu te sentes bien dans cet univers. Or, et typiquement la scène de combat inversée dans le port franc, il y a un truc que je trouve très intéressant justement et plutôt rare dans son cinéma, c'est que quand tu la vois dans l'autre sens, elle n'est pas plus simple en fait. C'est-à-dire que cette idée de temps inversé, réversé, quel que soit le sens dans lequel tu le prends, ça restera toujours une énigme et ça reste toujours un moment de vertige sensoriel. Et ça, c'est plutôt rare chez lui, le fait qu'il assume jusqu'au bout que quelque chose soit un problème insoluble en fait. Lors du premier combat où il se bat pour la première fois, on est troublé parce qu'on sait que c'est quelqu'un à l'envers. Or, après, quand Pattinson il enlève et qu'on ne nous le montre pas, on se doute bien que bon. Disons, il n'y a pas un grand choix de personnage. C'est soit Pattinson, soit John David Washington. Bon, on a plus tendance à penser que c'est John David Washington, et on a raison. Et ensuite, lors du deuxième combat, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'est John David Washington, mais c'est vrai que Nolan ne nous donne pas forcément les clés pour savoir qui est à l'endroit, qui est à l'envers, et c'est à nous de faire l'exercice, c'est à nous d'aller chercher, de se dire « Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il y a eu cette séquence dans la première, c'est qu'en fait c'est lui qui donne un coup de pied dans le flingue, et c'est pour ça qu'il va à l'envers, et c'est pour ça qu'il rampait pour aller le chercher, en fait il n'allait pas le chercher, enfin il allait le chercher, enfin bref, plein de choses comme ça, et je trouve que c'est hyper amusant, et pour le coup, je trouve que c'est ludique en soi. » Alors ça nous amène assez naturellement à parler des scènes d'action du film. On va bien sûr causer de celles qui sont centrées autour de la réversion temporelle, parce que c'est, on va dire, l'argument du long métrage, mais moi je suis aussi extrêmement intéressé par toutes ces petites séquences transitionnelles ou un peu entre les deux. Je pense notamment lorsqu'il s'infiltre à Mumbai dans un bâtiment et où on s'amuse déjà avec le concept qui sera définitivement introduit un peu plus tard en les faisant bondir comme s'ils étaient attirés vers le bâtiment. Enfin voilà, il y a toute une envie de jouer avec ce motif de l'inversion dans le film. Aussi à la fin de la séquence d'intro, quand tu as justement ce petit moment où il est interrogé au milieu d'un no man's land ferroviaire avec des trains qui passent dans les deux sens. C'est pas d'une subtilité énorme, mais cette volonté de toujours avoir dans le film des mouvements comme ça à différencier, de toujours le faire, ça donne à l'ensemble, je trouve, une très grande cohérence et surtout ça émaille le film de plein de petits moments très ludiques. Nolan, on pouvait en avoir peur parce que c'est quelqu'un, on a déjà fait une vidéo dessus, donc allez la voir sur YouTube. Et quand il l'annonçait en promotion, c'est le plus gros film d'action de ma carrière, c'est de l'action comme vous ne l'avez jamais vu. On pouvait avoir peur parce que clairement, si c'est pour avoir de l'action de Batman Begins ou Dark Knight Rises avec le combat avec Bane, ça pas sûr que ce soit le meilleur film d'action de sa carrière. En fait, il avait raison parce que globalement dans le film, je trouve que l'action est bien gérée. Il y a encore quelques problèmes de gestion. Hein, oui, mais pas tant que ça. Et d'ailleurs, regarde, tu vois, un truc qui a aussi toujours été un de ses problèmes dans le filmage de l'action, le découpage de l'action, c'est les confrontations physiques. Oui. Tu sens que soit ça l'emmerde, soit c'est monté de manière très très cut avec un mouvement un peu artificiel pour donner du dynamisme, mais que les chorés sont pas très plaisantes. Il y a un fight très bref qui doit durer 30 secondes dans une cuisine. Moi, c'est la première fois que dans un Nolan, les coups me font mal, qu'il y a des idées toutes bêtes mais qui fonctionnent. Le moment où il tambourine un mec avec une râpe à fromage, j'étais là genre ah oui,
Ouais, grave. Je veux dire, d'habitude, c'est des scènes qui le mettent en échec. Et là où moi j'ai l'impression qu'en fait, il a sinon compris ou en tout cas trouvé un stratagème vachement intéressant pour pouvoir faire ces scènes d'action, comme il y a cette idée d'inversion temporelle, tout d'un coup, il y a moins de champ contre champ pendant ces scènes d'action, parce que naturellement, on va d'abord s'intéresser à une partie de l'action et un peu plus tard dans le film, à sa partie inversée. Ce qui fait que à chaque scène d'action, il n'a pas besoin, voire il peut se permettre de ne pas faire de contre-champ. Et d'habitude, j'ai toujours l'impression que c'est ça qui vient court-circuiter sa mise en scène. Il est obligé, tu vois, de faire un contre-champ. C'est un truc dont on avait notamment parlé dans la merveilleuse vidéo sur les scènes d'action dont tu parlais tout à l'heure sur YouTube. Dans Inception, dès qu'il y a des fusillades, c'est frappant. T'as les héros qui tirent et là, t'as un contre-champ tout foireux. Tu sais pas où sont les ennemis, tu sais pas combien ils sont, tu sais pas quelle puissance de feu ils ont. Et vraiment, tu sens que le contre-champ d'habitude, ça fait disjoncter un peu son cinéma, ça le met en échec. Et là, grâce à son concept d'inversion temporelle et à l'écriture que ça induit, il peut se permettre de ne pas faire de contre-champ. Et j'ai l'impression que ça lui redonne énormément de fluidité, de créativité. Ça marche extrêmement bien, je trouve, sur la séquence de course-poursuite sur l'autoroute, où forcément, en fait, il s'intéresse au point de vue de John David Washington quand il avance dans le temps. Donc, quand il a déjà fait l'action dans le bon sens, bah, il l'a refait dans le mauvais sens. Et forcément... c'est lui qu'on suit et non l'autre, puisque l'autre, on a déjà vu sa séquence. Il s'énerve pas à avoir plusieurs points de vue, il s'oblige pas surtout à avoir plein de points de vue. Et justement, c'est une remarque intéressante parce que c'est tout le problème du climax final. C'est-à-dire que au climax final, il est obligé d'avoir deux points de vue puisqu'il a le point de vue de Pattinson et le point de vue de John David Washington. Et c'est là que ça marche pas vraiment. En tout cas, je trouve l'idée hyper intéressante. Je peux comprendre qu'on ne la comprenne pas instinctivement parce que l'idée est bizarre puisque techniquement une équipe l'a fait avant l'autre et une équipe l'a fait après, mais comme en fait ils sont dans le même espace-temps, ils le font ensemble et donc au visionnage, ils sont obligés d'être ensemble parce que Nolan va au bout de son concept sur cette idée que le temps, en fait, ils le font pas en même temps, mais ils le font quand même en même temps. Bon, ok, très bien. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre ou en tout cas à assimiler. Mais d'un autre côté, il aide pas le spectateur à assimiler parce que justement, il a deux équipes. Et on ne comprend pas vraiment ce que font les deux équipes, ou en tout cas, si on est paumé déjà depuis le début, parce que comme c'est le climax final et qu'on a lâché depuis le début, c'est sûr que là, on ne peut pas plus comprendre ce qui se passe. Il y a des petits moments où on comprend que les équipes se regroupent quand ce bâtiment se détruit et se reconstruit et inversement, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne extrêmement bien à l'image, d'autant plus que c'est vraiment une séquence où on sent qu'il a trop d'informations, il a trop de trucs à donner, il y a Pattinson qui va changer de temps, il y a le rouge qui doit avancer dans leur mission pour aller chercher l'algorithme, il y a aussi tout le monde doit faire un truc différent. Il y a beaucoup d'améliorations dans les scènes d'action, mais en même temps, le climax final vient un peu détruire un peu cette amélioration, je trouve, parce que c'est un peu la note finale, la note qu'on retient finalement. C'est intéressant que tu dises ça parce que moi qui aime moins le film que toi, au contraire, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié dans le film, c'est le climax, parce que... J'aime bien le climax, attention. Non, loin de moi l'idée de dire le contraire, camarade. Mais moi, il m'a vraiment séduit parce que justement, déjà d'une, il achève de totalement assumer ce qu'on a dit sur le champ contre champ, c'est-à-dire que littéralement, le mec te dit « Ouais, ils vont se fighter avec des gars, je vais même pas vous montrer les gars, j'en ai rien à secouer ». Ce qui est un choix... normalement, quand tu fais ça, c'est parce que t'es un peu couillon, tu t'as mal mis en scène ton truc. Non, lui, c'est un choix très conscient. Les gars vont jouer à la guerre avec plein de monde, on ne montre pas leurs adversaires, on se concentre sur toute autre chose. Je trouve que c'est super osé. Et là où, pour moi, c'est bien fait, c'est que il pousse plus loin en fait des trucs qu'on avait vus dans Dunkerque, qui est de faire reposer le sentiment de la violence et de la brutalité et du spectacle sur des trucs purement sensoriels. Et vraiment, tu vois, t'as cité ce bâtiment qui se reconstruit, se déconstruit. C'est spectaculaire parce que tu ne l'as jamais vu, parce que ce sont des images que tu n'as jamais ressenties. Et je trouve que recréer du spectacle là-dessus, sur en plus un concept de sens du défilement de la pellicule qui vient de Méliès, qui est très ancien, c'est assez excitant. Et en plus de ça, moi ce que j'aime, voilà, c'est que vraiment il me met dans des moments... Quasiment, je suis en pleine absurdie et pourtant ça me séduit. Tu vois, typiquement, je crois que c'est Pattinson à un moment qui dit à un type genre « Attention, Bobby !» Et dans tous les films de guerre, tu vois, on te dit ça parce qu'il y a une grenade qui arrive à tes genoux, t'exploses, bon, tu l'as vu 200 fois. Et là, en fait, c'est l'inverse. Le type est aspiré dans un mur qui se reconstruit, c'est-à-dire pas par une explosion, par son inverse. Et c'est tout bête, on pourrait dire, c'est très basique, ouais, ok, d'accord, t'inverses les trucs, mais en fait, ça produit des émotions, ça produit des sentiments quand tu le regardes, qui sont sinon inédits, en tout cas très rares au cinéma, et en tout cas plus que rare dans le cinéma de grand spectacle hollywoodien, contemporain. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup séduit pour ça, le climax. C'est vrai qu'il y a des super idées visuelles. Tu parlais du mec qui se fait absorber carrément par un bâtiment. C'est assez... visuellement, c'est hyper stylé et stylisé. Il y a une vraie bonne idée visuelle. Et tu parlais de sensoriel. C'est vrai que le climax marche beaucoup sur le sensoriel parce que le vrai
ennemi, après c'est quelque chose qui revient souvent, c'est Nolan, mais le vrai ennemi ici c'est le temps. Et donc le temps il est indicible, il est sur leur montre, il est là, mais sinon c'est à eux de le maîtriser. Mais il est non maîtrisable, c'est le temps quoi. C'est tout le problème de Nolan, même s'il y a cette idée d'inversion et qu'on peut revenir et donc essayer d'un peu le contrôler ou en tout cas de mieux le gérer. De toute façon, Nolan n'est pas intéressé par en soi tout ce qui est les antagonistes russes en soi, à exception faite de Sator et de son homme de main qu'on voit partout. Il n'y a aucun russe qu'on voit quasiment. Et encore, je pense qu'il existe plus dans un espèce de geste un peu James Bondien, parce qu'on sent qu'il a envie de jouer avec ses mythologies, qu'il a absolument envie de... Oui, c'est ça, de jouer avec le grand méchant russe qui va provoquer la fin du monde. Et il s'en amuse pas mal d'ailleurs, hein. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un méchant russe qui... Enfin, déjà un méchant de blockbuster, mais surtout, tu vois, ce fameux méchant russe ou russophone. Ça faisait longtemps que je l'avais pas trouvé inquiétant. Et moi, c'est le cas vraiment de Kenneth Branagh, qui en plus... Et moi, un réalisateur que j'aime pas et un comédien que je déteste, et vraiment, je l'ai trouvé très bon, quoi. Moi, je trouve pas que Kenneth Branagh soit incroyable. Je trouve qu'il fait bien le taf, même si parfois je trouve qu'il surjoue un petit peu. C'est pas tant que. Enfin, après, c'est du théâtral, quoi. C'est du Kenneth Branagh un petit peu, je trouve. Ouais, mais il fait un truc que j'adore, c'est que c'est un type, et c'est un copain, Marc Moquin, qui a dit ça, et il a tout à fait raison. C'est un type qui surjoue en sous-jouant. C'est-à-dire qu'il fait énormément dans le très peu. Tu vois, c'est-à-dire le mec qui va tout en train de hurler ou de froncer les sourcils, il arrive à cabotiner dans le minimalisme et c'est un truc que je trouve très rigolo en fait, ça m'amuse. Ouais, non, c'est amusant. Après, je sais pas s'il surjoue en sous-jouant. Quand il commence à frapper sa femme dans le hangar. Oui, non, voilà, mais lui c'est un peu son climax personnel. Ouais, tu vois, bien sûr, mais c'est quand tu le rencontres, tu sais, très, oui. Ouais, non, après, je trouve que ça fonctionne bien avec ses rencontres avec John David Washington parce que aussi Nolan donne un peu d'humour au film. Dans ces parties-là, parce que John David Washington, son personnage du protagoniste, est quand même un mec qui aime se foutre de la gueule des autres, en tout cas des méchants, et c'est assez amusant, ça fonctionne bien. Ouais. Mais alors, du coup, ça nous amène, maintenant qu'on a évoqué longuement le climax du film, à ce qu'on pourrait peut-être appeler son climax émotionnel, et notamment la révélation qui clôt, on va dire, l'amitié, ou qui la débute, entre les personnages de Robert Pattinson et de John David Washington. Oui, moi je trouve que c'est une des meilleures scènes du film. Moi, ça m'a... Même au premier visionnage, beaucoup ont dit qu'il manquait d'émotion dans le film. Même au premier visionnage, ça m'a fait une petite boule. Je me suis dit, c'est... Oh, voilà, j'ai un peu le souffle coupé, d'autant plus avec une aussi grosse scène d'action avant, où on est tendu à mort. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, et ça apporte toute l'émotion au film. Et surtout, tout ce qu'il n'avait justement pas depuis le début. Parce que vraiment, un gros problème du film, selon moi, même si ça m'a pas tant gêné que ça, c'est quand même un problème de ne pas avoir d'émotion pour les personnages, parce qu'on a du mal à s'y attacher, et qu'il faille attendre cette toute petite discussion finale qui est pour moi extrêmement belle, parce qu'elle est tendre, il y a cette musique qui se calme, qui est presque poétique, le duo qui se forme, et en même temps la révélation finale du personnage de Neil, incarné par Pattinson, qui, moi, m'émeut énormément, en fait. Ça pourra peut-être en faire rire beaucoup, mais je trouve ça très, très émouvant, très touchant, parce que ça, en fait, dit beaucoup du personnage de Neil, qui savait énormément de choses, mais ne pouvait pas le dire, et donc a dû... garder justement ses émotions pour lui. Et en fait, moi j'aime beaucoup sur le papier parce que ça fait de Neil une figure tragique et je trouve ça très intéressant de faire du personnage qui est le personnage cool, un peu punchline, un peu marrant, de faire de lui l'essence du tragique dans le récit. Je trouve que c'est une super belle idée. Mais moi, le problème que j'ai, je te dirais, il y a quand même bien que Nolan qui essaye de m'émouvoir avec un type qui n'a pas le droit d'être ému. Et ça fait que du coup, je reste très... Tout en trouvant l'idée intelligente, voire assez brillante, je reste très en dehors du truc. Et notamment parce que je trouve que les personnages, quand bien même ils sont excellemment interprétés dans le film, manquent tous beaucoup de chair. Et j'entends l'idée, je vois le raisonnement qu'il y a derrière ça, soit parce que le protagoniste est une feuille de papier qui est amenée à prendre de l'épaisseur grâce au récit. J'entends bien que Neil n'a pas le droit de livrer qui il est. Bon, Elisabeth Debicki, c'est une femme dans un film de Christopher Nolan, donc elle est à peu près autant à sa place qu'un vendeur d'andouillettes au salon de la véganerie. Mais du coup, je ne peux pas m'accrocher à ce twist parce que je comprends pourquoi on était dans la retenue émotionnelle, mais du coup, moi, je lâche pas prise à ce moment-là. Pour toi, c'est un problème qu'on puisse pas le caractériser avant parce que justement, sa caractérisation vient de son lui-même du futur. Et alors qu'au contraire, moi, ça me stimule. Je trouve ça hyper intéressant de se dire... Moi, la première chose que je me suis dit en voyant Tenet, c'est à quand Tenet 2 quoi. À quand la suite, à quand la suite qui sera finalement un préquel pour un personnage et une suite pour l'autre. Je trouve l'idée hyper intéressante, même si ça ne se fera jamais, et que tant mieux que ça ne se fasse jamais. Mais sur l'idée, je trouve hyper intéressant parce que le film a un vrai univers. Son univers, il est peut-être pas forcément montré à l'écran parce que c'est une partie de l'histoire. Peut-être certains diront que c'est pas l'histoire la plus intéressante qui est montrée à l'écran parce que l'univers a l'air foisonnant, hyper riche, hyper dense.
et qui a plein de choses peut-être plus intéressantes à dire. Et, sauf pour le personnage de Neil. Mais le personnage de Neil, c'est autre chose, puisque c'est une figure tragique qui a dû remonter le temps et dissimuler tout ce qu'il savait, puisque c'est tout ce qu'il raconte dans le film. Et c'est ça que, même si les dialogues sont pas formidables, sont franchement un peu lourdeaux, on en discutait, mais c'est très lourdeau au début. Je trouve que, il lui dit, si je te l'avais dit, tu aurais peut-être changé tout ce que tu avais fait et tu n'aurais peut-être pas réagi de la même manière. Et donc, on aurait changé ce qu'on ne doit pas changer. Et du coup, l'ignorance est une arme. Et l'ignorance est aussi une figure tragique pour le personnage de Neil, qui, il y a une théorie que tout le monde a sans doute entendue depuis. Et sur laquelle tu as écrit sur sur l'écran laquelle on large. a Lisez écrit ce merveilleux absolument. article. Merci. Mais oui, en effet, il y a la théorie que vous pouvez aller voir sur le site en version écrite, mais qui dit que Neil, finalement, serait le fils de Kat et serait Max. Évidemment, il y a l'histoire de la coiffure qui fait penser que, mais c'est pas la seule donnée, sinon ce ne serait pas intéressant comme théorie. Mais je trouve ça justement hyper bouleversant parce que c'est un personnage qui a dû, durant toute son existence, si c'est le cas, si c'est bel et bien le fils de Kat, se forger à l'idée que pour vivre, il doit mourir. Et je trouve ça tragique, je trouve ça beau. Le fait de ne pas avoir d'émotion, c'est aussi en avoir une pour les C'est de l'égard en fait. Voilà. Et je trouve ça très émouvant et je trouve que ça fonctionne à partir du moment où on a le twist final, certes. Et du coup, c'est là que pour moi, il faut revoir le film pour en capter justement toutes les... Pas les subtilités parce que le film n'est pas forcément très subtil, mais toutes les petites touches justement d'émotions qui sont dissimulées, tous ces non-dits qui en fait cachent un immense amour pour d'autres personnages. S'il est bel et bien le fils de Kat, en fait il est en train de sauver sa mère, ou en tout cas sa mère ne sait pas, mais son fils est déjà sauvé. Et c'est assez beau qu'il puisse pas lui dire au revoir alors que c'est sa mère et qu'il sait qu'il va mourir. Plein de choses. Et en même temps, à côté, il doit former son finalement mentor dans le futur quand il est plus jeune. Et je trouve ça beau de se dire que son mentor lui a donné la possibilité d'être le mentor de son propre mentor dans le passé. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens comme ça, même par rapport à la relation entre le protagoniste et Kat, qui, pour moi, il y a une romance qui n'est pas forcément montrée à l'écran, mais on sent qu'il y a une attraction, quelque chose entre les deux personnages. Et là, c'est cette idée que l'amour, ou en tout cas l'attractivité qu'ils ont, ils ne la comprennent pas, ils ne savent pas pourquoi ils l'ont immédiatement, même si elle est très peu montrée à l'écran, mais qu'en fait elle existe par rapport à leur eux-mêmes du futur. Je trouve l'idée hyper intéressante, hyper stimulante. Moi, ça me touche vraiment en fait. Et il y a aussi cette idée de spectacle qui moi me fait plaisir chez Nolan, parce que maintenant on fait tout en fond vert, on fait tout en CGI, et quand il fait exploser un avion juste pour créer un petit feu, alors qu'il suffisait de faire un petit carton, pour moi c'est vraiment j'ai envie de faire du spectacle et de le donner aux spectateurs. C'est marrant que tu parles de la scène avec l'avion. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé dedans, c'est que j'ai eu l'impression de voir vraiment Nolan faire le troll. C'est-à-dire que pendant toute la promo, ils nous ont dit « on a pété un vrai avion !» Ils nous l'ont montré dans les bandes annonces. Voilà, tu vois, c'est vraiment le truc qu'ils ont utilisé. Et en fait, dans le film, quand ça arrive, je trouve que c'est assez moche, c'est pas très spectaculaire. C'est d'accord, oui, ok, c'est un vrai avion qui pète, mais je trouve pas les plans fous, je trouve pas le montage terrible. Vraiment, je suis un peu déçu. Et en fait, il utilise ce truc un peu décevant pour après enchaîner avec la scène du Port-Franc que je trouve assez dingue visuellement, et je trouve ça très très marrant qu'ils te disent mais en fait moi mon grand spectacle je vais réussir à te le faire avec 3 mecs dans des couloirs et pas avec mon super avion qui pète tout. Et vraiment j'ai eu vraiment l'impression de le voir faire des doigts à tout le monde, faire et j'ai trouvé ça assez marrant. La scène du Port-Franc pour moi elle fonctionne extrêmement bien aussi grâce à la musique de Göransson, parce qu'il arrive à insuffler une tension rien qu'avec quelques notes de musique sur cette scène d'action. Alors Ludwig Göransson, c'est le nouveau compositeur de Nolan, en tout cas pour ce film, puisque Hans Zimmer n'était pas disponible puisqu'il était sur Dune. Mais Ludwig Göransson, c'est déjà un compositeur oscarisé pour Black Panther, et c'est lui aussi qui fait la musique de The Mandalorian, que moi j'aime beaucoup. Et qui a été pas mal remarqué d'ailleurs. Ouais, totalement. Et du coup, j'attendais un peu voir ce qu'il allait donner pour Christopher Nolan. Et c'est un peu mitigé, mais je trouve que sur certaines scènes d'action, ça fonctionne bien. Il essaye de s'amuser aussi avec le concept, dans tout ce qui est le climax final, avec les rouges qui ont une musique normale, et les bleus qui ont une musique qui va à revers du temps, et je trouve que c'est assez amusant. Enfin, je trouve que dans certaines séquences, c'est vraiment du sous-Zimmer, quand il envoie des gros boum, qu'il appuie sur une touche, qu'il arrête, qu'il rappuie sur une touche, qu'il arrête, et puis qu'il rappuie sur une touche, la même, et qu'il arrête pendant 5 secondes à chaque fois. C'est pas forcément très inspiré. Et à côté, quand il essaye de s'affranchir de ce gros vacarme zimmerien, je trouve que
il y a vraiment des partitions qui sont super jolies. Moi, je pense toujours à celle du catamaran parce qu'après l'avoir revu 3 fois, ça me marque toujours autant. Mais c'est hyper léger, c'est hyper aérien, ça va extrêmement bien avec la séquence. C'est fluide, c'est beau, quoi. Enfin, ça donne envie de voler, quoi. Mais alors, moi, je suis d'accord avec toi, je suis assez mitigé sur la musique. D'un certain côté, j'étais très curieux de découvrir un film de Nolan sans Hans Zimmer parce que, alors attention, il y a quelques partitions et quelques compositions de Hans Zimmer pour certains films que je trouve très bonne, et loin de moi l'idée de dire que globalement Hans Zimmer fait de la merde, c'est juste que en général c'est de la merde, et donc du coup j'aime pas. Non, je plaisante, vraiment c'est juste pour agacer les fans de Hans Zimmer parce qu'ils ont pas compris que c'est de la merde. Et non, tout simplement, je déteste cette façon de composer de la musique de blockbuster en faisant des espèces de chapes sonores. Je trouve que c'est pas très cinématographique, que ça vieillit extrêmement mal, et surtout je trouve ça moche, quoi. Mais c'est infiniment subjectif. Du coup j'étais très curieux de voir comment un autre compositeur allait travailler avec Nolan, et effectivement il y a plein de moments dans le film où c'est mélodiquement plus charpenté, et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux, que ça donne des résultats beaucoup plus intéressants, qu'on est moins dans une espèce d'illustration un peu bébête de ce qu'il y a à l'image, et ou plus dans un dialogue entre le son et l'image, que je trouve plus intéressant. Et comme toi, je trouve qu'il y a des moments où on utilise sa musique un peu comme du sous-Zimmer, et c'est dommage parce que vraiment en plus ça ne va pas à ce qu'il compose d'être utilisé de cette manière-là, et c'est un peu dommage. Mais il y a plusieurs passages que je trouve très excitants, très intéressants, très immersifs. Mais alors Alexandre, faut-il revoir le film? Je pense qu'il faut le revoir Tenet parce que, bon, déjà je l'ai vu 3 fois, donc je pense que je suis bien placé pour le dire en même temps d'un côté. Tenet, c'est un film méta, c'est un film qui intègre totalement dans son récit l'idée que pour comprendre ce qui se passe, il faut le revoir, puisque les personnages reviennent en arrière et revivent les mêmes séquences. Donc revivre Tenet d'un autre œil, puisqu'on a déjà vu le film, c'est intéressant et ça fait partie intégrante pour moi de l'expérience Tenet. Donc le revoir, c'est important. Surtout, il y a un truc moi, que je note, hein, la plupart d'entre nous, des gens qui regardent des films, rematent assez rarement des films finalement. Enfin, moi je sais que j'ai plein de copains qui n'ont pas le réflexe de revoir un film. Et en fait, c'est une expérience, tu le sais quand tu es cinéphile, qui est super intéressante parce que tu as un autre regard. Et c'est pas du tout un truc chiant, revoir un film, c'est pas refaire la même chose en réalité. Tu ne revois jamais 2 fois le même film. Et du coup, si Tenet peut donner envie à des gens qui d'habitude ne se fatent pas 2 fois le même long métrage, bah, de tenter cette expérience et de voir en quoi est-ce qu'on réévalue, en quoi est-ce qu'on revit, mais différemment, systématiquement les films, je pense que c'est une très bonne chose. Je maintiens que je pense qu'on peut tout à fait prendre son pied avec le premier visionnage, donc que le deuxième n'est pas, on va dire, nécessaire, indispensable, pas du tout. Mais si vous n'avez pas l'habitude de revoir des films, c'est peut-être l'occasion de constater qu'en réalité, on ne revoit jamais 2 fois le même film. Voilà du coup pour cette vidéo Tenet décryptage avec spoiler du dernier film de Christopher Nolan. Si vous en voulez d'autres, vous pouvez nous le demander dans les commentaires. Et en tout cas, likez, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à la diffuser à tous vos amis pour qu'on fasse plein de vues et qu'on ramasse plein de pépouilles. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à dire du bien de nos mamans parce qu'elles ont aussi besoin de beaucoup d'amour. A bientôt sur Écran Large.